Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo que je pense que je vais appeler Chit Chat Journaling. En fait j'aime beaucoup les vidéos de journaling, les vidéos où je vous filme mon setup du mois, j'ai déjà fait ça 2 fois. Mais en fait le montage est pas super passionnant et même à filmer c'est un peu chronophage et je dois m'y prendre en avance et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce genre de vidéo du coup... j'adore le rendu, je trouve ça vraiment beau, mais le faire c'est pas la chose que j'aime le plus. Mais j'avais quand même envie de continuer de faire ça et de vous montrer mes setups de chaque mois. Donc je me suis dit j'ai envie de continuer mais en même temps j'ai pas envie. Donc j'ai cherché ce que je pouvais faire et je me suis dit bah au pire je fais une vidéo où je fais mon journal mais je parle en même temps. En plus je me disais que du coup vu que je le filme, faudrait que chaque mois mon setup soit vraiment... canon quoi, je me mettais un peu de pression, même si ça peut paraître un peu bête, mais je me mettais un peu de pression là-dessus. Et là je me suis dit je fais une vidéo, je fais mon journal, je parle, comme ça vu que la vidéo est pas centrée là-dessus, mon journal n'a pas besoin d'être beau, j'ai pas besoin de me mettre autant de pression. Et comme ça me permet de faire 2 vidéos en une quoi, une vidéo journaling et une vidéo où je parle d'un sujet ou d'un autre. Et c'est comme ça que j'en suis venue au terme de chit chat journaling parce que des fois je regarde des vidéos de chit chat make-up. Bon moi je suis incapable de faire des vidéos chit chat make-up parce que je me maquille pas super bien. Donc chit chat journaling tu vois je peux le faire. Et du coup moi je pensais avoir créé un concept révolutionnaire, un concept incroyable et en fait il y en a déjà quelques-unes qui existent sur YouTube. Donc bon, je pensais avoir créé quelque chose, au final non, hein. Tout a été fait, rien de secret, je ne sais pas. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors du coup pour mon journal, là pour le mois de novembre, j'ai décidé de faire un thème un peu avec des images d'automne que je trouve jolies, mais voilà, pas de me centrer vraiment sur un thème. Juste de mettre des images que je trouve jolies. Donc là j'en ai imprimé quelques-unes et je vais aussi utiliser mes stickers super jolis que j'ai trouvés à Action. Et pour le thème de la vidéo du jour, au début je voulais parler d'un sujet. Je pensais à plusieurs sujets et finalement je me suis dit écoute aujourd'hui j'ai envie de faire un tag pour une vidéo un peu tranquille, un peu calme. Donc j'ai trouvé un tag qui s'appelle... comment il s'appelle déjà? Super. Un tag qui s'appelle It's Finally Fall Book Tag. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Mary Among Stories qui est devenue l'une de mes youtubeuses préférées il y a quelques temps parce que vraiment ses vidéos sont très belles et elle est tellement... Enfin quand elle parle je sais pas, je me sens dans une boule de douceur. Bref une boule de douceur, ça ne veut rien dire une bulle de douceur. Donc voilà je vous la conseille, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais du coup chaque mois je me suis dit que j'aimerais bien faire une vidéo chit chat journaling mais pas tout le temps des tags, j'aimerais bien des fois parler de certains sujets. J'en avais pensé à quelques-uns. J'avais pensé à parler de l'élitisme en littérature, je sais pas, de choses comme ça, de mon rapport à ma santé mentale, je sais pas, des sujets comme ça. Donc si jamais vous avez des idées de choses dont je pourrais parler dans ces vidéos, bah n'hésitez pas à me les dire. Mais en tout cas j'ai pas mal d'idées, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un tag. Donc eh bien écoutez, allons-y tout de suite. Alors la première question, enfin c'est pas vraiment une question, mais le premier point du tag c'est In for the air is crisp and clear, name a book with a vivid setting. En gros je dois nommer un book, ça commence bien. Je dois nommer un livre qui a une atmosphère, c'est quoi un setting? Une mise en place? Un cadre. Un livre qui a un cadre assez vif. Moi je le comprends un peu comme un livre où vraiment quand tu le lis, l'atmosphère tu la sens. Je sais pas que vous voyez ce que je veux dire. Où l'atmosphère vraiment elle est tellement bien écrite que tu t'y sens dedans. Moi cette question je la vois un peu comme ça. Et il n'y a qu'un seul livre qui m'est venu en tête dès que j'ai lu cette question, et ça va étonner personne, c'est Les Hauts de Relevant d'Émilie Brontë, qui est mon livre préféré, un de mes livres préférés. Dès que j'ai lu ce point, j'ai immédiatement pensé aux Hauts de Relevant d'Émilie Brontë, parce que c'est un livre qui se place dans une atmosphère très particulière, très marquée, où il y a des vents qui hurlent, il y a de la pluie, l'environnement du livre c'est les Landes, donc on est tout de suite plongé dans cette atmosphère et moi je trouve que tu t'y crois vraiment, tu te crois vraiment dans les Landes avec cette baraque, les Hauts de Relevant qui est un peu... où les toitures sont un peu mauvaises du coup avec le vent, voilà. Et Émilie Brontë a un lien très fort avec la nature, ses personnages aussi dans son livre ont un lien très fort avec la nature. Et du coup, cette atmosphère du coup, est d'autant plus mise en avant que les personnages vont dans la nature s'échapper, etc. Émilie Brontë, elle avait vraiment un grand lien avec la nature. Elle allait souvent se balader dans les Landes. Et du coup, ça explique pourquoi l'atmosphère
d'élan, de la pluie et du vent est si importante dans ce livre, c'est parce que elle-même, Émilie Brontë, elle avait un lien très fort avec cette nature. Et je me souviens d'un ami, je crois l'année dernière, je le poussais à lire Les Hauts dehors le vent, parce que voilà, c'est un livre que je conseille tout le temps à tout le monde. Et il m'avait dit, oui mais pour le lire, j'attends qu'il y ait une tempête. Il voulait absolument le lire pendant une tempête, et je trouve que ça explique vraiment à quel point ce livre a une ambiance très prenante, parce que je l'ai jamais lu pendant une tempête, mais je pense que si tu le lis pendant une tempête, ça rend encore mieux. Après, c'est vrai que la deuxième partie du livre se passe plutôt au printemps. Moi, je sais que quand je pense à ce livre, je pense pas qu'à l'automne et au vent. Je pense également au printemps et au fleurissement. Je sais pas comment ça se dit, mais le fait que les fleurs reviennent, parce que je sais que la deuxième partie du livre, ça se passe plutôt pendant ce temps-là. C'est plutôt la première partie qui est dans le vent, etc. Mais bon, vu le titre du livre, forcément on pense au vent quand on pense à ce livre. Oui, c'est vrai que l'atmosphère vivace est déjà retranscrite dans le titre. Donc voilà, c'est le premier livre auquel j'ai pensé en lisant cette phrase, et je pense que c'est très accurate. Je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à parler et à faire ça en même temps, donc super. Alors, le deuxième point. Nature is beautiful but also dying. Name a book that is beautifully written but also deals with a heavy topic like loss or grief. Vous pouvez entendre un magnifique accent anglais pendant cette vidéo. Donc c'est un livre, là je dois citer un livre qui a un sujet assez lourd, assez grave, mais qui est super bien écrit, qui est super beau. Dans l'écriture. Et là, le livre auquel je pense, c'est... en fait, c'est plusieurs livres, mais je pense à l'écrivain... Oh non, je pense à deux personnes en fait. Je vais vous citer deux écrivains qui, je trouve, rentrent dans cette catégorie. Ces deux écrivains, ce sont Sorge Chalandon et Édouard Louis. Donc, on va les prendre un par un. Alors, Sorge Chalandon, c'est un auteur que j'ai découvert... en je sais plus quelle année, mais ça fait plusieurs années. Et je l'ai découvert avec son livre qui s'appelle Le Quatrième Mur, qui a gagné le prix Goncourt des lycéens. Donc c'est un livre qui est assez connu, même si Sorge Chalandon, j'ai remarqué que pas énormément de personnes le connaissent. Mais voilà, mais en tout cas, Le Quatrième Mur, je crois, a connu quand même un peu de succès, étant donné qu'il a gagné un prix. Et ce livre, je l'ai lu, j'étais au lycée. Et ce livre, c'est un roman dont le contexte, c'est les conflits au Moyen-Orient. Donc un contexte grave où il parle d'événements qui se sont passés absolument cruels, mais ce livre est d'une beauté. Quand je l'ai lu, j'étais au lycée, c'est devenu l'un de mes livres préférés en fait. Ce livre vraiment fait partie de mes gros coups de cœur. C'est vraiment le seul livre, je me souviens, j'étais tellement dedans qu'à un moment je l'ai lu dans la rue. Et je me souviens, je me suis forcée à le fermer, je me suis dit attends, on n'abuse pas, le lis pas dans la rue. Mais je pouvais tellement pas le lâcher que je l'ai lu dans la rue. Donc ça, c'est vraiment une recommandation que je vous fais, parce que j'en suis venue au point où ce livre, je le lisais dans la rue. C'est pour vous dire à quel point ce livre est bien. Et ce livre parle d'un homme qui va aller monter une pièce de théâtre dans un pays du Moyen-Orient. Il va aller monter l'Antigone d'Anouilh. Et en fait, chaque personnage de la pièce d'Anouilh va être joué par une personne qui vient de différents pays du Moyen-Orient. Sauf que il y a des conflits dans ces pays, donc dans la majorité des cas, ça va être des personnes qui du coup sont en conflit. Et lors de cette pièce de théâtre, ils vont aller au-delà du conflit de leur pays. Donc c'est un livre vraiment dur et très triste. J'ai beaucoup pleuré dans ce livre et il y a des scènes vraiment, vraiment dures. Et en fait, Sorge Chalandon, l'auteur, a été journaliste de guerre. Donc en fait, les choses dont il parle dans ce livre, c'est des choses que lui-même a pu vivre, vu qu'il était dans ces pays-là. Et du coup, ça rend d'autant plus l'atmosphère réelle. Parce que vraiment, comme il était là, tu sais que tout ce qu'il dit, c'est des choses qu'il a vues. Et ça rend le texte d'autant plus marquant. Et oui, forcément, vu que ça parle de ces conflits, ça parle des gens qui sont innocents, mais qui sont blessés par ces guerres. Mais malgré tout ça, malgré tous ces sujets très lourds, très durs et très tristes, il y a tellement d'espoir dans ce livre. Il y a tellement d'espoir et de solidarité et d'amour et d'amitié que c'est ça que tu gardes. En fait, quand tu sors de ce livre, t'es triste et tu te dis purée, mais où va le monde quoi, tu te dis ça, mais en même temps, Sorge Chalandon, il te parle de l'espoir et du coup tu l'as en toi quand tu finis le livre. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ce livre est parfait pour cette catégorie, parce que voilà, ça parle de sujets lourds, de sujets très durs, de sujets très tristes, mais c'est tellement bien écrit, et lui, Sorge Chalandon, est tellement plein d'espoir, qu'en fait, il te donne cet espoir. Il te donne la tristesse
et l'horreur de ce qu'il a vu, mais il te donne aussi son espoir. Et je trouve ça magnifique. Et là vraiment, si vous n'avez pas envie de le lire avec ce que je vous ai dit, c'est que vraiment... Bon, par contre, voilà, vous êtes prévenus que vraiment il y a des scènes vraiment très 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 tristes dans ce livre. Voilà, donc faut quand même un peu être prévenu avant de le lire. Voilà, il y a un moment, plusieurs fois, il voit des cadavres et tout, donc il décrit... Bon après, c'est pas en mode Zola naturaliste, il n'explique pas... Voilà, mais voilà, c'est quand même décrit, donc si c'est des trucs qui vous trigger, voilà, peut-être pas le lire, mais si c'est des sujets... Parce que moi, grâce à Sœur Chalandon, j'ai appris tellement de choses sur le Moyen-Orient grâce à ce livre, et du coup, voilà, si vous avez envie de lire un livre qui est à la fois beau, triste, et qui vous apprend des choses, ce livre est parfait. Et même au-delà du 4e mur, je vous conseille tous les livres de Sœur Chalandon. Alors moi, je sais qu'il y en a de lui que j'ai pas aimé et qui m'ont un peu déçu, mais ce que je trouve génial avec Sœur Chalandon, c'est qu'en fait, dans chaque livre, il prend un sujet historique réel. Par exemple, il a un livre qui s'appelle Mon traître, que j'ai adoré, qui parle du conflit nord-irlandais. Et en fait, il prend ces sujets, mais il en fait une histoire. Et du coup, ces sujets sont le contexte de l'histoire. Et en fait, t'as pas besoin de les connaître avant. Moi, je sais que le conflit nord-irlandais, je savais qu'il y avait eu un truc, mais quoi exactement, je savais pas. Et j'ai lu ce livre, et maintenant, je sais plein de trucs sur le conflit nord-irlandais. Parce que, en fait, tu connais rien sur le sujet. Et du coup tu te dis oulala ça parle de ça mais je vais pas savoir de quoi il parle, et il arrive dans son histoire à t'apprendre des choses, et du coup je trouve que lire ces livres c'est encore mieux que de lire des manuels d'histoire, tu vois, parce que là il y a l'histoire en plus et il y a l'écriture qui est très belle. Donc vraiment moi cet homme je l'aime beaucoup, et je l'ai rencontré au festival de Brive l'année dernière, et vraiment il est si gentil, il était super gentil, donc je me dis mais vraiment il est parfait ce mec en fait, vraiment ces livres sont si beaux et t'apprennent plein de trucs, et en plus le mec est super sympa. Et Mon traître c'est pareil que le 4e mur, ça parle du conflit nord-irlandais, donc il y a des choses très très tristes, il y a quand même des... Ça parle de l'histoire de Bobby Sand, les hommes qui ont fait la grève, j'ai trop du mal à parler, la grève de la faim dans la prison et qui ont fini par mourir. Ça parle du Bloody Sunday aussi, parce que la fameuse chanson de U2, ça vient du conflit nord-irlandais, et ça te parle de ça aussi, ça te parle des violences policières lors de ce Bloody Sunday, parce que oui, le Bloody Sunday du coup c'est des gens qui ont été attaqués par la police, et voilà. Et en fait tout ce genre de trucs que tu sais pas particulièrement, grâce à Sœur Chalandon dans ses livres tu les apprends, et en fait tous ces livres comme ça traitent d'un sujet différent que lui a vécu en tant que journaliste de guerre, et il t'en fait une histoire, et du coup je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie, et c'est quelqu'un que je ne conseillerais jamais assez. Dans quel sens je peux mettre cette image avec des citrouilles? Ah mais elles sont toutes dans différents sens donc... Mais en fait j'ai pas du tout prévu où j'allais mettre cette image, je fais un peu... Mon dieu, je sais pas du tout ce que ça va rendre. Peut-être que c'est pas du tout bien que je parle pendant ce truc. Et sinon, purée, mais ça fait 1000 ans que je parle de Sœur Chalandon, je suis absolument désolée, mais il y a quelqu'un d'autre que je voulais citer dans cette catégorie, c'est Édouard Louis. Édouard Louis, j'ai découvert en 2018. Je crois qu'il est quand même un peu connu parce qu'il a fait un peu pas le buzz, mais genre son nom est quand même un peu connu, j'ai l'impression. Il est notamment connu pour avoir écrit son premier livre qui est En finir avec Eddie Bellegueule. Moi j'ai pas encore lu En finir avec Eddie Bellegueule, mais j'ai lu ses deux autres, Histoire de la violence et Qui a tué mon père. Histoire de la violence, c'est pas un livre que je recommanderais, pas dans le sens où il est nul, mais c'est un livre très dur à lire. En fait, dans ce livre, Édouard Louis relate de son viol, de la pression pour aller porter plainte et de la violence de la procédure judiciaire. Donc voilà, c'est un livre, faut avoir le cœur bien accroché pour le lire, et les personnes qui sont, voilà, qui peuvent être trigger par le viol, voilà, je sais pas si je conseillerais ce livre. Tu peux te retrouver dans ce qu'il écrit, parce que peut-être que tu as ressenti les mêmes choses, ou voilà. Mais si c'est des choses qui te trigger, vaut mieux pas le lire, je pense. Je fais n'importe quoi là, je colle n'importe où mes images. Me sort en beau, donc tant mieux. Et moi, le livre que je conseille de lui, c'est Qui a tué mon père, qu'il a sorti en mai 2018. Moi, ce livre, vraiment, j'ai envie de l'acheter en plein d'exemplaires et de le déposer un peu partout. Parce que j'ai envie que tout le monde lise ce livre. Vraiment, quand je l'ai fini, c'est le sentiment que ça m'a fait. Parce qu'en fait, Édouard Louis, je sais pas si vous le connaissez, mais en fait, c'est un auteur qui vient d'une famille pauvre du nord de la France, et en fait il a vécu une enfance très pauvre, des fois le soir ils avaient rien à manger, tu vois, c'est des trucs comme ça. Il est très impliqué politiquement, je sais pas dire le mot, il est très impliqué politiquement, et toujours en faveur des minorités, bien évidemment, et en fait dans Qui a tué mon père, il parle de son père, il parle en fait de l'histoire de son père à travers le prisme sociopolitique, et en fait il dit comment la politique a atteint la vie de son père, et même au-delà de la vie de son père, du
du corps de son père, de son physique. Parce qu'en fait, son père, c'est quelqu'un qui du coup et maintenant est un homme qui a du mal à marcher, qui est malade, qui s'est cassé le dos, et ça c'est par rapport à son travail et le fait qu'il était exploité dans son travail. Et il parle de tout ça. Et même dans En finir avec Eddie Bellegueule, alors je l'ai pas encore lu, je sais pas ce que je fous de ma vie, mais voilà, en gros il parle de son enfance, mais voilà, d'un point de vue sociopolitique. Et moi je trouve ça tellement intéressant de lire ce genre d'histoire. Et Qui a tué mon père, moi je me souviens, je l'ai terminé, je l'ai écouté en audiobook, je me souviens, je l'ai terminé. J'étais sur le lit de ma coloc comme ça, et allongée, et je pleurais, mais je pleurais comme un bébé. Et parce que la fin de ce livre, en fait, il accuse des noms d'hommes politiques, il donne les vrais noms, et il dit parce que il faut les nommer pour les combattre. Et il nomme chaque homme politique en disant j'accuse machin d'avoir fait ça, d'avoir fait ci, en disant des lois que ces personnes ont fait, etc. Et moi j'ai fini ça, mais j'étais en pleurs. Et ça fait 20 ans que je parle de la même catégorie, vraiment on n'a pas fini. Est-ce que je vais tout faire en entier? Je ne sais pas. La troisième catégorie, Fall is back to school season, share a non-fiction book that taught you something new. Alors là je dois dire, je dois citer un livre de non-fiction, mais malheureusement je n'en lis pas. Si j'en ai lu pour mes cours, oui voilà, des livres critiques d'auteurs, sur des livres et tout, pour mes mémoires, etc. Mais à part ça, je lis pas grand chose, donc là je pense que cette catégorie je vais la sauter. La quatrième catégorie, In order to keep warm, it's good to spend some time with the people we love. Name a fictional family household friend group that you'd like to be a part of. Donc là, je dois citer dans un livre un groupe de personnes, une famille, household, je sais pas ce que c'est, ou un groupe d'amis dont j'aimerais faire partie. Pour cette catégorie, je pense que je vais partir sur ma saga préférée de toute ma vie, qui est Le Trône de Fer. Et dedans, je vais citer la famille Stark, du coup, du Trône de Fer. Pour les gens qui ne connaissent pas cette saga, c'est tout simplement les livres de la série Game of Thrones. D'ailleurs, par pitié, arrêtez de dire Game of Thrones en parlant des livres, parce que c'est le nom de la série. Les livres ne s'appellent pas comme ça. C'est vraiment, je vous jure, ça me fait un truc, à chaque fois que je lis ça, ça m'énerve. Bref, c'est pas si important, mais à chaque fois, ça me saoule. Bref, ce n'est pas grave. Donc oui, je vais parler de la famille Stark, du Trône de Fer, mais... Vous-même, vous savez, dès que je me mets à parler du Trône de Fer, je parle 1000 ans, sauf que je viens déjà de parler 1000 ans d'Édouard Louis et de Sir Chalandon. Donc je vais faire simple. En fait, cette famille, pour moi, elle représente vraiment ce que ça veut dire, famille. C'est une famille très unie, très... Et en fait, ils sont très dans l'honneur et la loyauté. Donc c'est dans leurs valeurs. Et là, en fait, que vous ayez vu la série ou les livres sur ces points, c'est pareil. Et ils finissent par être tous séparés, un peu aux quatre coins du pays. Et en fait, parce que dans la série, je sais pas à quel point c'est retranscrit, mais en tout cas dans les livres, ils pensent toujours les uns aux autres et ils espèrent qu'ils vont bien et ils sont mal à l'idée de plus se voir, mais ils sont en mode bon, je vais continuer, je vous résume, hein, ils sont en mode je vais continuer mon bonhomme de chemin pour faire en sorte de survivre, c'est à ce point-là, et essayer de tout faire pour que ma famille survive aussi, et en espérant que je vais les revoir. Et en fait tu vois, après voilà, moi la série, je sais plus à quel point telle chose est bien dite ou pas, mais en tout cas là je parle des livres parce que c'est ça que je connais le mieux. Dans les livres, du coup, voilà, il y a toutes ces histoires de guerre pour le trône et tout, mais cette famille là en fait ils s'en fichent. Franchement, mais ils s'en fichent de qui gagne la guerre et tout ça. Tout ce qu'ils veulent c'est se retrouver, tout ce qu'ils veulent c'est retrouver leur quotidien d'avant, et ils regrettent tellement les erreurs qu'ils ont pu faire, parce que en fait, quand je pense notamment au personnage de Sansa, Sansa, c'est ma vie entière, c'est mon personnage préféré du monde entier. Bref, et Sansa en fait au début de l'histoire, elle veut s'émanciper, elle veut s'épanouir et partir à la capitale parce qu'elle en est marre d'être dans le nord et d'être avec sa famille, mais ça comme tous les adolescents en fait. Et maintenant que voilà, parce que maintenant ils sont tous séparés et par des obstacles, etc. Et elle y pense et elle regrette tellement, elle se dit mais j'étais si heureuse à ce moment-là. Et en fait tout ce qu'ils veulent, ouais, c'est se retrouver et juste se faire des câlins, et en fait ils s'en fichent du reste. Et en fait tous, tu peux mettre des liens entre eux. Même les personnages les moins proches, je pense notamment à, tu vois, Sansa et Arya, elles ont beaucoup de différents, elles sont vraiment très différentes l'une de l'autre, et elles se disputaient beaucoup quand elles étaient ensemble. Mais là qu'elles sont séparées, alors elles pensent pas souvent l'une à l'autre, mais quand elles pensent l'une à l'autre, c'est vraiment avec plein de tendresse et de oh qu'est-ce que j'aimerais la retrouver. Et puis surtout au-delà de leur famille, c'est des gens en fait,
forcément comme toute grande famille, ils ont une armée, mais en fait c'est la seule famille où vraiment leur armée, en fait Ned Stark, du coup le chef de la famille, il est tellement... Il va à chaque fois voir chaque soldat parce que lui, il trouve ça important de quand quelqu'un se bat pour toi, d'établir une certaine relation. Parce que les autres familles, ils agissent un peu par peur. Ils sont en mode ouais, bats-toi avec nous. Donc du coup, il n'y a pas de vraie relation. Alors que les Stark, eux, ils le voient autrement. Et du coup, ils sont bienveillants avec tout le monde et ils trouvent ça important de faire la fête, par exemple, de boire des coups avec les soldats et tout. Et du coup, il y a vraiment des liens qui se créent. Et du coup, les gens sont loyaux à la famille Stark, mais d'une manière incroyable. Et parce que justement, ils ont réussi à établir ce lien. Et c'est ça qui fait leur force, en fait. Et c'est pour ça que les Lannister, tout ça, ils sont bien beaux avec leurs belles armures et leur argent. Mais en fait, ils ont personne. Parce que tous les soldats qu'ils ont, tous les alliés qu'ils ont, c'est par truc politique et par peur, alors que les Stark, eux, voilà, pour l'instant, en tout cas dans les livres, et puis dans la série aussi, vous l'avez bien vu, c'était un peu la merde pour eux, mais tu sais qu'ils vont rebondir parce qu'ils ont tellement de gens de leur côté, tellement de gens qui sont en mode, les Stark, vraiment, c'est... Ouais, en fait, c'est vraiment beaucoup de loyauté envers eux et tu comprends pourquoi. Cinquième catégorie. The colorful leaves are piling up on the ground shows a pile of fall colored spines. Ah, faut que je montre des livres. Là, faut que je vous montre des livres qui ont des couleurs d'automne. Est-ce que je le fais? Allez, je vais le faire vite fait. Bon, je suis désolée, c'est pas incroyable, je l'ai fait un peu vite fait, j'ai pris les premiers livres qui me venaient, mais voilà, j'ai fait une pile de livres qui ont des couleurs un peu orangées. Alors ça, ce livre, c'est... Et quelquefois, j'ai comme une grande idée de Ken Kesey. Alors, je le mets sur ma chaîne, mais en fait, peut-être qu'il est pas très bien ce livre, peut-être qu'il est problématique, je ne sais pas, je ne le connais pas du tout. Je l'ai vu dans un magasin où il était à 3 €, et j'adore la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, et ça, ce livre vient de cette maison d'édition, et je le trouvais trop beau, du coup je l'ai acheté, mais je sais pas du tout ce qu'il vaut ou quoi que ce soit, donc voilà. Ça c'est Nocturna de Maya Motain, que j'ai lu... en mars de cette année, je ne sais plus trop. J'en ai parlé dans mon Media Book Freak Out Tag parce que jusque-lors c'était mon livre préféré de 2020 qui maintenant a été dépassé par The Raven Boys. Et après on verra à la fin de l'année. Mais voilà, ça c'était un très bon livre. J'ai pas eu de coup de cœur dessus, mais j'ai très hâte de lire la suite de la saga. Et vraiment si vous voulez lire un livre de fantasy... qui est original parce que du coup ça se passe dans un univers hispanique, du coup ça change un peu de toujours les livres de fantasy qui se passent avec des gens blancs, etc. Si vous voulez du coup un livre de fantasy original qui change un peu, ce livre est parfait pour vous. Et j'ai pris ce livre que je trouve très beau, qui est À rebours de Joris Karl Huysmans, qui est du coup un classique du 19e siècle, un classique du décadentisme. Et là du coup c'est un livre... assez beau avec des illustrations, j'ai bugué. Je l'ai reçu à Noël l'année dernière parce que À rebours c'est un livre que j'ai déjà lu et du coup j'avais une autre édition et que j'aime beaucoup. C'est un livre vraiment très... Après là j'ai pas envie d'en parler 1000 ans, mais c'est un livre très très particulier. En gros c'est l'histoire d'un personnage. En fait on peut même pas dire que c'est une histoire parce qu'en fait c'est juste un mec dans sa maison. Et c'est tout en fait. Et le premier chapitre c'est un peu en mode DNCO, genre oh tiens si je repeignais mon mur en bleu et tout, il réfléchit là-dessus pendant tout le chapitre. Il y a un chapitre avec une tortue, c'est horrible, parce qu'en gros il étouffe sa tortue parce qu'il lui met des diamants dessus. C'est très particulier comme livre, mais moi vraiment je me suis bien marrée dedans, et puis forcément voilà, l'image de la tortue c'est une métaphore en fait pour d'autres choses. Donc ouais, c'est un classique du 19e siècle que moi je conseille parce que c'est pas un classique comme les autres, mais je pense qu'il peut être un peu chiant à lire, tu vois, il est peut-être un peu classiste ce livre parce qu'il y a un moment il y a tout un chapitre où il se balade chez lui, il est en mode oh ce tableau je l'aime trop, ça vient de tel peintre et tout, et il te parle comme ça de peintre et toi t'es là genre ok frère, voilà, mais moi j'aime bien ce livre et il est super marrant parce qu'à un moment il s'évanouit parce qu'il se sent de la frangipane, enfin... Mais en fait, Joris Karl Huysmans, quand il écrivait, je sais pas s'il voulait vraiment se marrer, mais moi je trouve ça drôle. Bref, c'était un résumé très rapide de À rebours, peut-être qu'un jour j'en parlerai plus... Parce que j'aurais bien aimé faire une vidéo sur genre mes classiques préférés ou des classiques que je conseille, et je pense que du coup je mettrais À rebours dedans, donc je pourrais en parler plus avec des notes et tout, parce que là je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Alors, 6ème catégorie, Fall is the perfect time for some storytelling by the fireside. Share a book wherein somebody is telling a story. Je dois citer un livre
un peu en mode où en gros dedans quelqu'un raconte une histoire. Non, le premier livre qui m'est venu en tête c'est Les odeurs le vent d'Émilie Brontë, parce que ce livre, les livres font souvent ça au XIXe siècle. En gros ce livre, c'est un mec qui arrive et c'est en gros une meuf qui lui raconte l'histoire de Catherine et tout, et il se kiffe. Donc les personnages principaux de livre en fait c'est la nourrice qui raconte l'histoire, et même la nourrice à un moment, l'histoire qu'elle raconte c'est quelqu'un d'autre qui lui a raconté, enfin c'est vraiment tout ça. Donc c'est le premier livre qui m'est venu en tête, mais il faut quand même que j'en cite un autre. Je vais pas parler que des hauts de Relevant, même si j'aimerais, parce que ce livre vraiment en vaut la peine, mais... Ah, je sais, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je trouve que c'est vraiment parfait pour cette catégorie, et en plus c'est une saga que j'aime énormément. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, du coup, c'est très particulier. En gros, on suit l'histoire de 3 orphelins, Violette, Klaus et Pruny, qui ont perdu leurs parents, et après, dans chaque tome, en fait, ils vont de famille en famille, parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs avant, et du coup, ils sont obligés de se casser. Et ils sont poursuivis par le comte Olaf, qui est un vieux gars qui veut leur fortune, et du coup, il cherche à les tuer pour récupérer leur argent. Comme ça, on dirait que c'est comique, mais en fait, c'est super triste comme bouquin, et puis, il y a toute une histoire derrière. Bref, en fait, c'est assez particulier, mais l'auteur, Lemony Snicket, en gros, il joue un personnage dans l'histoire. Et en gros, il dit vraiment, alors là, tout ce que je vous ai écrit, c'est parce que j'ai fait vraiment des recherches sur les orphelins Baudelaire, j'ai cherché des indices, et là, je vous retranscris leur histoire. C'est un livre très... c'est une saga très particulière, où en gros, l'auteur fait vraiment comme si ces orphelins avaient vraiment existé et qu'ils racontaient vraiment leur histoire, alors que Lemony Snicket, même lui, c'est un pseudo, mais en fait, il fait vraiment comme s'il était un personnage dans l'histoire. Genre, à un moment, il y a son... je sais plus quoi, Snicket, qui est du coup son frère, ou je sais plus, je les ai lus il y a longtemps, mais qui apparaît dans l'histoire. Je pense que j'aimerais bien les relire. Donc voilà, donc je trouve que cette saga rentre... J'ai regardé ma bibliothèque là pour savoir. Je trouve que cette saga rentre parfaitement dans la catégorie, et je suis super contente d'en parler parce que j'en avais encore jamais parlé sur ma chaîne, et c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Elle fait vraiment partie de mes sagas préférées. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur mes sagas préférées également, dites-moi si ça vous intéresse, mais cette saga elle sera vraiment dedans, parce que je pense que tu peux l'offrir à des gens adultes. En fait, c'est une saga, je trouve que tu peux l'offrir à des gamins de 10 ans, tu peux l'offrir à des gens de 20 ans, tout comme tu peux l'offrir à des gens de 30 ans en fait. Tu peux l'offrir à n'importe qui. Après, je crois que l'auteur est un peu problématique. Donc, mais au pire, achetez-les d'occasion, tu vois, comme ça tu les refiles pas des sous. Je suis pas encore renseignée sur ce sujet, mais cette saga vraiment, elle est exceptionnelle. 7ème catégorie, The Nights Are Getting Darker, Share a Dark Creepy Read. Alors moi j'ai un problème, c'est que je ne lis pas du tout d'histoire d'horreur, parce que je suis quelqu'un de très sensible, donc du coup je m'éloigne de tout ce qui peut faire peur. Parce qu'en fait moi juste un truc avec une atmosphère angoissante, ça peut me tenir réveillée la nuit. Une fois j'ai lu un livre de Stephen King, Cimetière, mais j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça un peu chiant, et voilà, j'ai pas aimé, donc, mais au pire je peux citer lui, Stephen King, Cimetière, mais j'en ai pas lu d'autres de Stephen King parce que du coup ce livre m'a pas plu. Bah je pourrais citer le portrait de Dorian Gray, parce que ça fait pas peur mais c'est un peu spooky quand même, l'histoire de ce mec là qui fait un pacte avec le diable et tout. En gros lui il reste éternellement jeune, et en fait c'est un portrait de lui qui prend le visage de ses vices et de sa vieillesse, donc du coup c'est un peu spooky quand même, donc je peux citer lui, tu vois. Un livre spooky mais pas trop. Est-ce que j'en ai d'autres à citer? Twilight? Bah il y a des vampires et des loups-garous, et il y a un mec vampire qui va espionner une meuf quand elle dort. Si ça c'est pas spooky, hein, je sais pas ce que c'est. Ensuite, 8ème catégorie, The Days Are Getting Colder, Name a Short, Heartwarming Read That Could Warm Up Somebody's Cold and Rainy Day. Donc là je dois citer un livre court, mais qui fait chaud au cœur, et du coup quand il pleut et qu'il fait froid, tu peux le lire et tu te sens bien. Ces traductions sont très approximatives. Bon, j'ai un peu observé ma bibliothèque et j'ai zéro idée, parce que je me suis rendu compte que je ne lis que des trucs tristes en fait. Je n'aime pas les trucs doudou en fait, apparemment. J'ai pas de livre doudou, mais je viens de me dire que je pourrais peut-être vous citer des BD, et des BD que j'aimais quand j'étais plus jeune. Je pense notamment aux BD Lou. Alors moi ça fait très longtemps que j'ai pas lu les derniers tomes, mais quand j'étais plus jeune... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de pousser le rideau. Qu'est-ce que tu fais, Mimette? Les BD Lou, je les lisais quand j'étais plus jeune, et j'aimais vraiment beaucoup. Moi je sais qu'il y a des BD que j'adorais quand j'étais petite, quand j'étais jeune en tout cas, quand j'étais au collège, mais j'ai lu apparemment que maintenant en fait quand tu les relis maintenant c'est un peu problématique, donc je vais quand même les citer.
c'est Les Nombrils, la BD Les Nombrils. Et moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'adorais ces BD. J'adorais cette histoire. Mais voilà, moi je les ai pas relus depuis et peut-être que quand tu les relis maintenant, ça fait un peu de slut shaming et tout. Je ne les ai pas relus donc je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas quand j'étais plus jeune, c'était vraiment mes BD préférés, je les aimais trop. Sinon est-ce qu'il y a d'autres BD comme ça que j'aimais bien? Oh si, il y a une BD dont j'étais fan quand j'étais plus jeune, pareil mais que j'ai pas relu depuis très longtemps, mais là j'ai 2 tomes avec moi, c'est Marion Duval. Et ces BD, je vous jure, je ne trouve personne qui lisait ça. Alors dites-moi si vous avez lu Marion Duval quand vous étiez jeune, parce que moi c'est mes BD vraiment préférées. Et je me souviens que maintenant, dès que je fais des brocantes et tout, j'essaie de voir s'il y a des Marion Duval, et une fois j'en ai retrouvé. Bah, je vais vous les amener. C'est ces BD là, peut-être que ça vous dira plus quelque chose avec le visuel. Ça c'est les éditions plus anciennes et ça c'est les éditions plus récentes. Ouais, on voit que les dessins et la typo là ça a changé. Mais voilà, moi je lisais ça quand j'étais jeune. En fait ça parle d'une jeune fille, alors je sais pas quel âge elle a. Elle doit avoir 12 ans, tu vois. Et elle a un père qui est journaliste et ils apprennent des choses qui se passent et du coup ils vont mener l'enquête, sauf qu'elle, tu vois, c'est une gamine de 12 ans quoi. Et du coup, ouais, je pense que c'est des BD que je pourrais conseiller. Alors après, peut-être que, tu vois, parce que je les ai pas relus du coup depuis genre le collège, donc peut-être qu'en fait c'est très enfantin et que peut-être que si tu les relis maintenant, ça le fera pas. Mais moi je pense que c'est pareil, ce genre de bouquin où tu peux le lire à n'importe quel âge et c'est pareil. Donc j'ai très envie de les relire. Et voilà, mais dites-moi si vous les avez lus parce que vraiment je me sens seule, j'ai l'impression que personne les connaît alors que moi je les empruntais à la bibliothèque et j'étais trop à fond dans l'histoire, j'aimais trop. Alors, 10e catégorie, Fall is the perfect time for cozy reading nights, share your favorite cozy reading accessories. Quoi? Ah, je peux vous montrer ça. On a acheté ça il y a pas longtemps, c'est genre un chausson géant où tu peux mettre tes 2 pieds dedans. Si ça c'est pas parfait pour les nuits là où il fait froid, les nuits d'automne pour lire avec un chocolat chaud, vraiment je ne sais pas. Et du coup c'était la dernière question. Donc ce tag est terminé. Par contre, est-ce que mon bullet journal est terminé? Pas du tout. Cette vidéo chit chat journaling était un mess total. J'avais beaucoup de mal à faire les deux en même temps parce que je devais réfléchir et tout. Mais je me dis peut-être que dans les prochaines vidéos, si je parle d'un sujet, peut-être que j'aurai moins de mal parce que je devais réfléchir aux questions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me dire des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle. C'était pas français ma phrase du tout. Dites-moi des sujets dont vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo chit chat journaling. Moi je suis intéressée par tout type de sujet. Moi là je comptais faire sur... j'avais eu comme ça des petites idées, je voulais parler de mon rapport à ma santé mentale, de l'élitisme et du classisme dans les études de lettres. Ça pourrait être intéressant. Je pourrais parler tout simplement de mes études de lettres de manière générale. Je voulais parler de mon rapport au militantisme aussi. Ça c'est un sujet qui me botterait bien de parler. Beauté, qui dit ça? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et j'espère, et si jamais ce format vous a pas plu, bah dites-le moi aussi, comme ça je m'arrêterai, hein, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous voulez que je fasse un autre tag, bah écoutez je ferai ça, mais ça me plairait bien de faire ça une fois par mois. Après j'espère que les autres fois j'avancerai plus mon bullet journal. Mais en tout cas je pense que là je vais arrêter du coup cette vidéo là, mais je vous filmerai après quand mon journal sera terminé. Comme ça là je vais me mettre à fond dedans et comme ça je vais réussir à le terminer. Je vous retrouve donc pour vous présenter mon setup du mois de novembre. Donc comme je vous disais en début de vidéo, ce mois-ci j'avais envie de partir sur quelque chose de plus simple, du moins de pas aussi sophistiqué et chronophage que j'ai pu le faire lors de mes setups des autres mois. Donc là pour ma page de garde j'ai pris des photos sur Pinterest, des images qui me rappelaient l'automne et que je trouvais jolies. Là j'ai juste rajouté du coup le mois de novembre et j'ai mis du washi tape et également 2 petits stickers, c'est des stickers que j'ai achetés à Action. Donc là c'est un petit renard et là c'est une feuille. Et voilà, je trouve le résultat de cette page de garde, c'est pas incroyable, mais franchement ça fait l'affaire, ça fait le taf et tu comprends que c'est pour le mois de novembre. Donc moi ça me convient. Après comme d'habitude, j'ai ma page avec mes objectifs, mes lectures et ici ma wishlist et mon YouTube. La dernière fois que j'avais fait ça, du coup c'était une vidéo où je parlais pas, donc j'ai pas expliqué pourquoi je faisais des petites fenêtres. C'est tout simplement parce que mon bullet journal, je l'emmène avec moi un peu partout, donc en cours et tout. Et avant dans mes autres setups, je cachais pas ma wishlist et ma case pour mes idées de vidéos YouTube.
Et du coup en fait tout le monde pouvait voir en fait, et moi ça me dérangeait un peu parce que bah voilà, dans ma classe j'ai pas forcément envie qu'on sache que j'ai une chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ces petites fenêtres pour cacher, et j'aime beaucoup parce que là en plus j'ai pu mettre un papier, donc pareil ça vient de papier que j'ai acheté à Action, donc je trouve ça plutôt sympa, et puis pareil les couleurs font assez automnal je trouve, donc c'est pas mal. Et du coup mon coin objectif, bon bah ça vous doutez bien de ce que c'est. Et là mon coin où je mets mes lectures du mois. Et j'ai rajouté également 2 stickers qui sont, je trouve, super jolis. J'adore cette planche de stickers. Ici j'ai fait un coin pour le NaNoWriMo pour ce mois de novembre que je compte faire. Alors avec mes cours, le mémoire, tout ça, je suis pas certaine de le réussir, je suis pas certaine de le faire hyper régulièrement, mais j'ai quand même envie de le faire, donc j'ai fait une page dédiée au NaNoWriMo. Ça c'est un plan que j'ai trouvé sur Pinterest. Là d'ailleurs j'ai un peu galéré parce que j'ai plus de place, bref. Pareil, c'est un plan de NaNoWriMo que j'ai trouvé sur Pinterest. Et là, donc c'est pour répertorier le nombre de mots qu'on écrit par jour. Donc là il y a les jours du mois. Et j'ai collé un sticker d'une machine à écrire qui est pareil, qui vient de la même planche de stickers. Là c'est mon emploi du temps de ma fac, donc ça vous intéresse pas particulièrement. Ici j'ai un endroit note parce que vu que là il y avait que le dimanche, du coup bah, je l'ai mis en fin de page, mais du coup ça m'arrange que ça laisse une page de blanc parce que j'ai pas eu la place de faire des coins de notes dans mes pages de semaine, donc du coup ça m'arrange bien d'avoir là ce coin de notes. Donc pareil, j'ai mis un sticker pareil qui vient de la même planche de stickers, hein, je me suis pas embêtée. Et j'ai un petit peu changé mon positionnement pour mes jours. D'habitude je fais des... Oh pile poil je tombe pas sur un truc comme ça. D'habitude je fais des cases comme ça. Et là j'ai voulu changer parce que j'ai vu un bullet journal sur Pinterest qui avait les cases comme ça. Du coup j'ai voulu essayer. Et j'aime moins le rendu, je préfère les grosses cases comme ça, je sais pas, là pourtant c'est à peu près la même taille vu que là c'est en longueur et pas en largeur quoi, je sais pas comment dire. Mais je sais pas, ça me perturbe un peu et je pense pas que je referai comme ça, mais bon, au moins je tente, voilà. Donc là, bah tout simple, j'ai juste fait mes pages avec des couleurs comme ça, toujours mes chiffres avec un rond de couleur, et là j'ai collé un sticker d'une feuille, là pareil. Donc voilà, vraiment, vraiment très simple ce mois-ci. Et à la fin du mois, là, donc je fais ma place pour ma playlist du mois. Donc c'est pas une playlist que je décide au début du mois et que j'écoute pendant le mois. C'est au fur et à mesure du mois, je vais écouter des chansons qui vont me plaire, j'en découvrir d'autres, et du coup je les mettrai dans ce coin playlist. Du coup c'est à la fin parce qu'au début du mois, j'ai pas assez de place pour tout mettre. Et je crois que j'ai abîmé le sticker en passant la main dessus. Bref. Et j'ai aussi mon coin bilan lecture, donc avec mon nombre de livres lus et de pages lues durant le mois. Donc pareil, une case toute simple avec un beau sticker, pareil, de la même planche de stickers. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un setup très simple, mais c'est simple et efficace, tu vois, parce que ça rappelle quand même à l'automne, ça fait penser à ce mois de novembre. Donc je suis quand même plutôt contente du résultat, même si c'est simple. Du coup, avec ça, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.